Bonjour à tous et bienvenue dans l'épisode 41 de Fin de séance. Aujourd'hui, on va parler du film Moonlight de Barry Jenkins, mais aussi du film Jackie de Pablo Larraín, Billie Lynn Long Halftime Walk d'Ang Lee, de quelques bandes annonces. Je suis Areski, je suis accompagné aujourd'hui par Pierre Julien à côté de moi, également de Alice et Arnaud qui sont avec nous par Skype depuis Paris. Je vous rappelle que nous sommes présents, que le podcast est présent sur iTunes, mais aussi sur toutes vos applis de podcast Android. Donc voilà, vous n'avez plus qu'à rechercher Fin de séance pour vous y abonner. N'hésitez pas également à nous laisser un petit mot sympa et 5 étoiles sur l'Apple Store, sur iTunes. Nous sommes également recensés sur le site web Podcast France. Donc là, c'est beaucoup plus simple. On peut juste aller sur le site web et cliquer sur 5 étoiles. Ça va nous faire plaisir là aussi. Abonnez-vous au Twitter, à l'Instagram et puis surtout suivez la page Facebook où on va y mettre en général le plus gros des news. Est-ce qu'on est d'accord déjà pour dire qu'on va pas forcément spoiler sur ce film ? Ou est-ce que vous voulez une section spoiler de ce film ? Je sais pas. Hein. Enfin, question totalement. Moi j'ai prévu de spoiler comme un requin un peu. Hein. Oui, alors okay, moi je spoil même quand je veux pas spoiler. Quand vous m'invitez, vous savez qu'il y a une section spoiler. Je sais pas faire autrement. D'accord, très bien. Du coup, on va faire la formule classique. On va parler des dernières news ciné, du film, on va dire en général, tu sais, la petite critique en mode synopsis Allociné, tu vois. Et ensuite des derniers films que vous avez vus, s'il y a des choses intéressantes que vous voulez partager avec tout le monde. Et voilà, ensuite on pourra spoiler avec grand plaisir tous les plans de Moonlight. Les dernières news. Alice, je crois que tu avais la plus parfaite des news pour le cinéma français, pour l'année 2017 ou l'année 2018 ? Non, parce que l'année 2018, on est comme ça, nous on pense au-delà de 2017. Moi j'offre j'offre de l'avenir. Et donc, le 28 février prochain, je pense qu'on peut d'ores et déjà réserver notre place pour le prochain film de Danny Boone, pile poil, je crois, 10 ans après la sortie de Bienvenue chez les Ch'tis. Ouais. Il fait une suite qui n'en est pas vraiment une, disons qu'il retourne dans sa région pour faire une petite famille, une jolie petite famille. Et alors là, c'est merveilleux parce qu'il reprend le pitch d'un film américain où il y avait Reese Witherspoon. Vous vous en souvenez ? Elle jouait une espèce de sudiste un peu et qui est retourné voir sa famille en fait. Non oui, parce que elle fashion, parce que là donc c'est Danny Boone qui est designer de mode. Alors rien que ça, je suis un peu excitée. Et donc comme Reese Witherspoon, il vient d'une région un peu honteuse dans son pays, et donc là bon lui c'est le nord, hein, c'est le sud des États-Unis pour elle. Et c'est le même truc, en fait il a honte de sa mère ou de je ne sais pas quoi de sa famille, et puis voilà, puis c'est le choc des cultures, les Parisiens bobos, intello, gna gna contre la région gentil, bon cœur et bon sentiment. Mais attends, tu es en train de me dire qu'en fait ça va être une suite, mais il reprend pas les mêmes personnages ? Non, en fait ils appellent ça une suite non suite. Un spin-off. C'est un peu comme les fées qui sont pas des fées aux États-Unis en ce moment, mais c'est pareil. C'est une alternative sequel en fait. Ouais, on va appeler ça une suite karmique. Voilà, c'est une suite karmique, on reprend les ingrédients, il y a Lynn Renault, il y a tout ça quoi, c'est pareil. En fait, le mec, il a pris Bienvenue chez les Ch'tis pour True Detective. Et en fait, du coup, il fait une seconde saison, mais en fait, parallèle. Le principe, c'est toujours l'affrontement. Donc, on avait Nord-Sud, maintenant, c'est Paris-Nord. Intello ouvrier, voilà. On est quand même. Je pense que ce sera. Du coup, jouer un intello, ça va être un petit peu un rôle de composition, non pour, moi, j'ai hâte, parce que je pense qu'il y a Jean-Paul Gaultier qui va forcément faire une apparition à un moment donné, c'est son truc. Donc, voilà. J'espère juste que Catherine Deneuve n'ira pas là. Est-ce que tu projettes pas juste un peu tes envies de costume en disant qu'il y a Jean-Paul Gaultier qui va être... Pas du tout, parce que, alors j'ai une théorie, et là je vais pas me faire des amis, mais j'ai une théorie, parmi tant d'autres, sur les gens. En fait, à partir du moment où un créateur illustre la une du Larousse, c'est fini pour lui. Et je pense que Jean-Paul Gaultier en est pas loin. D'accord. Voilà. Très bien. Ok. Lacroix fait ça. Larousse, si vous nous écoutez, vous pourrez faire une proposition à Jean-Paul Gaultier. Voilà. Pour finir d'enterrer sa carrière. Zing. Qui veut parler d'autres... Ah oui, je vous ai fait, parce que j'aime bien vous faire subir des petites punitions, je vous ai fait regarder L'Embarras du choix, le prochain film avec Alexandra Lamy. Qu'est-ce que vous en avez pensé de ce film ? Parce qu'en fait, je veux en parler parce que je pense que c'est clairement distribué par Pathé ou un truc comme ça. Et du coup, moi, qui vais tout le temps au Gaumont Wilson ici à Toulouse, je suis obligé d'avoir forcément toujours cette bande-annonce avant tous les films pendant au moins 15 jours, je pense, tu vois, avant qu'ils sortent. Donc, j'ai envie que vous m'en parliez
aussi. Bah, moi, ce que je peux en dire, si je dois en fait, ce film fait l'état de quelque chose que je vois beaucoup et qui est très à la mode, c'est le pitch en ce moment. Et je le vois parce que je travaille dans le cinéma et on me demande, alors que je suis plutôt dans un cinéma un peu indépendant, voilà, et j'ai pas eu l'occasion pour l'instant de travailler avec des studios, mais même dans l'indépendant, on nous demande de pitcher de plus en plus. Et donc, faut que notre sujet, il y ait une logline, il y a un truc qui fonctionne en une ligne. Et ce film est le syndrome de ça, c'est-à-dire qu'on regarde la bande-annonce et on a l'impression qu'en fait, il n'a fait que être pitché et qu'on a oublié de faire des personnages derrière. Voilà. Tout ce que je peux dire sur cette bande-annonce. Oui, je suis assez d'accord avec toi parce que et en fait t'as l'impression en plus que c'est un faux pitch parce que voilà le pitch c'est genre quelqu'un qui ne peut pas décider et qui du coup tombe plus ou moins amoureuse de deux personnes et du coup forcément elle peut pas décider va-t-elle arriver jusqu'au mariage des deux personnes. C'est intéressant parce que dans la bande-annonce on voit un petit peu la fin de cette histoire parce que il y a un prétendant qui est français, tu sais, qui est en mode artisan le cuisinier, français. Non, il est cuisinier, il est français, c'est le beau gosse un peu rond, donc il est beau mais pas trop, hein, faut pas non plus... Voilà, et il aime les tripes. Il est accessible. Exactement. Il est accessible parce qu'il mange des rognons et des tripes. C'est pas très accessible. Quoi, c'est Top Chef, le mec c'est Top Chef. Voilà. Et l'autre versant, c'est un Anglais qui a l'air super beau gosse, qui est joué par Jamie Bamber, qui donc jouait Lee Adama dans Battlestar Galactica. Et en fait... moi qui adore ce gars, j'ai mis du temps à réaliser que c'était lui parce que son visage n'est montré que pendant littéralement 2 secondes en continu. Si tu additionnes tous ces temps de présence dans le truc. Du coup, j'ai envie de te dire, d'après toi, qui va-t-elle choisir à la fin du film? Va-t-elle choisir le beau gosse anglais ou le français qui est le seul qui parle dans la bande-annonce? Et pourquoi choisir si ça se trouve, c'est un film progressiste qui va finir en ménage à 3, tu sais, on n'en sait rien. Putain, j'aimerais bien. Est-ce que tu serais pas surpris? On peut pas juger encore. On peut pas juger sur ça, sur une bande-annonce, voilà, faut pas... On jouera à la courte paille, celui qui perdra ira voir ce film, et si effectivement c'est cette fin, on est obligé de le faire sur un sens. C'est pas juste. Et quand même, vous en contrepartie, c'est là que vous voyez que vous nous aimez beaucoup plus parce que vous nous avez fait regarder la bande-annonce du dernier James Gray. Cette bande-annonce m'est passée totalement à côté, mais l'idée de la bande-annonce m'a fait comprendre le film. Ça avait l'air d'être un Mission, mais au 18e siècle. Non, pardon, au 19e siècle. Non, c'est au début du 20e siècle que ça se passe. Au début du 20e ? Ah, du début du 20e ? Au début du 20e siècle, ouais. Sur un explorateur américain qui a voulu chercher l'Eldorado en Amazonie. Et Lost City of Z, pardon, c'est vrai qu'on n'a même pas présenté. Il sort, vous savez quand est-ce qu'il sort ou pas du tout? Au mois de mars, il me semble. Ouais, quelque chose comme ça. En mars. D'accord. Et c'est en quoi ça vous parle le dernier James Gray? Moi j'adore James Gray aussi. Bah moi je suis dire James Gray, j'y vais. Par principe. Et pourtant je suis allé voir The Immigrant et vous voyez, je suis tout excité à l'idée de retourner voir un film. Moi j'aime bien The Immigrant. Moi j'aime bien aussi, j'avoue. My sister. Pardon, fallait que je le fasse. Non, mais tu comprends qu'ils avaient forcément des accents quand ils sont arrivés en Amérique. C'est la première fois qu'il sort de New York pour faire un film. Ouais, c'est vrai en plus. Ouais. Donc déjà ça m'intéresse et puis ensuite mine de rien, il va parler d'une question qui est rabâchée à longueur de journée dans les médias. L'idée de civilisation dont on parle tant et il me tarde de voir ce qu'il a à dire sur ça. Voilà. D'accord. Clairement, en plus, on voit, enfin, James Gray, ça ne peut être que nuancé et intelligent. Enfin, en tout cas, j'espère, quoi, parce que pour le coup, tu vois, c'est le dernier des classiques, quoi, James Gray. Ouais, un petit peu, ouais. Mais moi, pour le coup, je pense que je n'ai vu que Two Lovers de James Gray, donc je ne connais pas très bien le réalisateur, mais c'est vrai que le thème, on va dire, début 20e siècle, cité perdue, etc., m'attire plutôt. Et donc voilà. J'avais cru au début de cette bande-annonce que ça allait être un truc de SF, mais bon, c'est tiré d'une histoire vraie, vous l'aviez dit. Et tu me dis le prochain film va être un film de SF. Et là, voilà, il s'agit d'un. Alors c'est marrant parce que là, il enchaîne coup sur coup deux projets de cœur parce que c'est des projets dont il parle depuis des années. Littéralement des années. Lost City of Z, c'est la 3e fois qu'il essaie de le monter. Les 2 premières fois, ça avait échoué. Il devait être fait avec Brad Pitt à une époque et puis avec je sais plus qui. Cette fois, ça a marché. Et le prochain film, en fait, ça serait le premier voyage humain jusqu'à Mars. Et il a expliqué que ce qui l'intéressait dans ce film, c'est que pour ces missions-là,
la NASA recherche plutôt des gens qui sont un peu sociopathes sur les bords, dans le sens où ils n'ont pas besoin d'avoir beaucoup de contacts humains. Ouais. Parce qu'ils auront beaucoup d'isolement dans l'espace pour qu'ils puissent supporter ça. Et en fait, l'idée, c'est que ils se sont plus ou moins trompés sur un des personnages et de voir en fait ce qui se passe dans cette fusée lors du voyage. Est-ce qu'on peut communiquer 2 ou 3 noms de réalisateurs envoyés sur Mars, un peu sociopathe? Bonsoir, Alice, tu veux régler des comptes, non? J'y enverrai bien Damien Chazelle. Oh le gars! Je crois que tu vas être en sous-nombre hein, pour le mettre dans le vaisseau. Moi je suis prête. Ou alors il ira avec plaisir mais en chantant, je sais pas. si tu l'envoies sur Mars, tu le confortes dans sa théorie sur l'excellence quelque part. Donc ça oui, il va dire j'ai été choisi. Et ouais, c'est ça. Je suis le Messie. Et je lui dirai oui, t'as été choisi, vas-y. il aura le, tu sais, le carburant pour faire un aller, mais c'est tout. Ok, très bien. D'autres news, est-ce que, je sais pas, vous avez entendu parler d'un truc, de quelque chose qui vous intéresse, ou de choses qui vont sortir, ou de trucs intéressants, non? À part que, du coup, Alice triche pour avoir des places de ciné gratuites. Oui, en fait, j'ai voilà, on connaît pas mon nom, mais en fait, j'ai découvert une technique super pour aller au cinéma gratuit, parce que les attachés de presse, bah, disons-le, connaissent pas toujours très très bien le monde du cinéma pour lequel ils travaillent, et donc c'est hyper facile de gruger, d'appeler n'importe quel service de presse pour aller à 14h au cinéma, et je ne dirai pas quel film je vais voir demain à 14h, mais j'avais très envie de le voir, et donc j'ai réussi. Ce que je vais faire, c'est que je vais partager ta photo chez les flics, chez tous les gars du MK2 UGC. Je m'en fiche parce que voilà. Non, mais j'ai vraiment inventé. Donc pour le coup, j'ai inventé un cinéma. Et, c'est excellent. J'ai dit que j'étais pour celui-là, j'ai dit que j'étais donc programmatrice pour un ciné qui n'existe pas. Est-ce que t'as transformé ta voix ou tu veux qu'on te transforme ta voix dans tous les épisodes de fin de séance? J'ai donné mon email et tout, hein, c'est un problème. Hein, puis au pire, c'est pas bien méchant, je veux dire, avec Pénélope Fillon qui court, qu'est-ce que je risque? Prochain épisode de fin de séance, oui, nous sommes au regret de vous annoncer qu'Alice non, mais j'espère, en tout cas, j'espère que je serai invité pour le film en question à faire un podcast. Ah, bah écoute, tu nous diras ça en scrut et on saura. Bon les gars, il est temps de passer au film d'aujourd'hui, Moonlight de Barry Jenkins, sorti le 1er février, donc il y a à peine 6 jours. On est presque dans les temps, qui est un drame avec Alex R. Hibbert, mais également Mahershala Ali. Synopsis rapide et petit extrait. Après avoir grandi dans un quartier difficile de Miami, Kyron, un jeune homme, tente de trouver sa place dans le monde. Moonlight évoque son parcours de l'enfance à l'âge adulte. Extrait. Pourquoi tu me regardes comme ça? Sérieusement, dis-moi, t'as juste décidé de venir? Ouais. Pendant longtemps, j'ai essayé d'oublier. J'ai voulu oublier toute cette époque. Arrive un moment où il faut que tu saches qui tu es vraiment. Laisse jamais personne décider pour toi. Tu vas lui dire pourquoi les autres garçons adorent le frapper? Qui veut commencer à nous dire quelle fut son expérience de ce film Moonlight, qui clairement est l'un des gros favoris pour les Oscars là, des films de 2016. Ne vous battez pas. Arnaud veut commencer, je crois. Qui l'a préféré? Qui veut tellement dire des choses magnifiques? Qui veut commencer? Non, mais moi, par exemple, j'ai beaucoup aimé le film, oui. D'accord. Je pense que, étrangement, c'est pas vraiment le profil type du film à Oscar. C'est plutôt le genre de film qui va plaire au festival européen, je pense. Il a beaucoup plu au festival, il a commencé sa carrière aux États-Unis et dans un festival américain qui est à ses côtés pour lancer des films indépendants. Ouais, mais je veux dire, c'est pas vraiment le profil Oscar, c'est pas un biopic, tu vois, c'est pas un. C'est quand même un film sur la discrimination, sur les minorités, tu vois, c'est un peu. Oui, mais là, alors on va dans ce moment. Les Oscars se rachètent sur l'épisode il y a 2 ans où il n'y avait quasiment aucune diversité représentée. Effectivement, là, je pense que. Moi, je dirais que oui, mais après. En plus, on va en parler de toutes ces histoires de discrimination, de représentation de la société nord-américaine, etc., etc. Mais la manière dont il l'aborde, je trouve, c'est assez intelligent. C'est-à-dire, il l'aborde pas de manière frontale. C'est toujours à travers des personnages qu'il essaie
de montrer ces éléments-là, et on reste quand même très très concentré. C'est un film extrêmement subjectif. On est toujours dans le point de vue de son personnage principal, et là on peut dire que généralement il y a deux types de cinéma. Il y a les réalisateurs qui avec la caméra essaient d'épouser le regard de leur personnage, ce qui est le cas ici. Et ensuite, on peut avoir d'autres réalisateurs comme, je sais pas, Antonioni par exemple, pour en citer un, qui eux essaient d'avoir une caméra totalement extérieure, une caméra qui va commenter en fait ce qui se passe, mais où le but c'est pas forcément de te projeter dans le personnage, mais de te le montrer. Ici, on est clairement dans une caméra extrêmement subjective. On en a pas mal parlé avec Alice quand on a sorti du film. Ça rappelle des cinéastes un peu comme ça m'a fait beaucoup penser à Wong Kar-wai et d'ailleurs moi j'ai lu une interview derrière où il le cite clairement en fait en fait les deux cinéastes qui sont objectivement une source d'inspiration pendant tout le film, non pas qu'il les cite mais c'est plutôt une façon d'utiliser la caméra ou de mettre en scène ces personnages quoi. Il y a des citations musicales parfois, mais on parlait de Wong Kar-wai et de Claire Denis, et en fait c'est assez Claire Denis on le voit dans les thèmes aussi beaucoup. Claire Denis dans les thèmes et dans la première séquence. La première séquence, je trouve que c'est la plus parlante. On finit avec presque plus de on quitte Claire Denis au fur et à mesure où on rentre dans le film. De plus en plus, mais le départ, il aborde ces personnages, j'ai l'impression qu'il les aborde vraiment clairement comme elle en fait. C'est étrange que Moonlight... Pardon. J'allais juste rebondir sur le fait que nous aussi on avait effectivement évoqué un peu de Wong Kar-wai, parce que je pense que ça nous avait un peu assez touché en fait dans l'esthétique, tu sais, ces lumières de néon derrière les personnages. Moi ça m'avait un peu fait penser à plutôt l'esthétique de 2046, mais après In the Mood for Love qui est un des enjeux, mais après il y a aussi des différences, c'est-à-dire que autant il va aborder, comme tu dis, à travers la lumière peut-être des choses qui vont évoquer Wong Kar-wai. C'est vrai que là où il se différencie, c'est que les plans sont beaucoup plus longs chez Barry Jenkins. Il y a moins une reconstruction par le montage de cette subjectivité. La subjectivité elle passe beaucoup plus ici par les acteurs et par le point de vue choisi à chaque fois. Il y a peut-être une ou deux scènes, on en reparlera, dans la scène de fin, la scène du repas, qui est un clair hommage à Wong Kar-wai, qui est un peu plus monté, un peu plus mais les petites clins d'œil de nostalgie dans la musique, tu sais, le fait qu'il y ait qu'il y ait la musique du jukebox qui est clairement plutôt ancienne, du coup ça me fait penser à Checking Express, là aussi on en a parlé avec California Dreaming. Et là à nouveau c'est intéressant aussi les choix musicaux qu'il a fait dans ce film. C'est-à-dire qu'il s'éloigne de ce que peuvent écouter en fait les gens qui filment. Pour en fait montrer plus, encore une fois, pour mieux montrer la subjectivité de son personnage qui se sent ailleurs, et il rajoute du drame par ça quoi. Mais après, de son personnage, de ses personnages, parce que c'est ça un peu le souci. Moi, ce sont des écarts qui parfois m'ont un peu gêné. Il y a des choses que j'ai trouvé peu réalistes parce que justement, il prenait. Le film est pas réaliste, hein. Oui, mais en fait, c'est ça. En fait, c'est l'écart d'un pseudo-réalisme et d'un sujet grave, et du coup on a l'impression qu'il veut vraiment montrer quelque chose de le réel et le quotidien tu vois, d'un petit noir au ghetto, dans le ghetto, et pourtant il y a des choses qui effectivement me sortent un petit peu de ce que je regarde parfois, quand notamment le personnage de Mahershala Ali et sa connexion qu'il a avec ce petit, que je trouve un peu trop étrange en fait dans cette culture qui justement en général est plutôt bien décrite pour le reste du film en fait. Tu vois ce que je veux dire? Qu'est-ce que vous entendez? Le chercher de manière. Le fait qu'il aille le chercher, le fait qu'il soit simplement gentil avec lui. Le fait qu'il soit pas homophobe. Je me suis demandé si ce personnage, il allait vraiment le chercher ou s'il venait dans ce trou ad hoc pour une autre raison au début. Si c'était pas plus fortuit en fait cette rencontre. Moi aussi. Effectivement, au final, il dit bien qu'il avait vu. Il dit bien qu'il a vu qu'il était poursuivi, etc. Donc. On ne spoil rien, c'est vraiment le début. Et là, à nouveau, je vais ressortir encore une fois cette même marotte, mais c'est le chèque que je signe en fait pour ce film. C'est-à-dire que dès le début on me montre ça et on me dit il faut adhérer à ça si tu veux adhérer au film. C'est-à-dire c'est vraiment le point moteur, tu vois, qui va prendre le reste. Et je suis d'accord que ça représente clairement pas en fait la majorité de ce qui peut se passer ici, mais je pense pas qu'il a une ambition véritablement sociologique. C'est-à-dire que j'ai l'impression que
Ouais, d'accord. Dis-moi pourquoi toi tu crois qu'il n'a pas d'ambition sociologique en fait. Mais en fait, si tu veux, l'ambition, la sociologie dans le film, la manière dont il va passer par cette, il va parler de cette société, ça va de toute façon toujours passer par l'expérience de Chiron. À aucun moment, à part dans le premier plan, en fait. Exactement. Moi, j'allais revenir sur l'ouverture du film. À part dans le premier plan où il va là, voilà. où la caméra épouse et il présente ce milieu. Et Juan, c'est le premier. Ouais. Non, on a le petit dealer et après, donc on a. Non, Juan arrive en voiture et puis on suit Juan jusqu'au dealer et là il y a la caméra qui tourne autour d'eux jusqu'à ce que les enfants en fait viennent décrocher la caméra et que la caméra vienne suivre le personnage. Et une fois qu'il a présenté le milieu avec ce premier plan, il y reviendra plus directement. Il y reviendra qu'à travers le regard de Chiron. Et c'est pour ça que je pense qu'ici son but c'était pas vraiment de faire un étalage de tous les personnages qui peuvent être ici, puisque c'est pas vraiment ce qui l'intéresse. On n'est pas dans un film de Spike Lee par exemple, tu vois, qui lui va clairement essayer de rechercher tous les habitants des quartiers qu'il va filmer, tous les et ici je pense qu'il dit beaucoup de choses à travers une expérience extrêmement particulière d'un petit garçon qui découvre son homosexualité en fait dans un milieu où c'est difficile de la vivre en fait. Alors moi ça m'a semblé, enfin moi j'ai l'impression que qu'il dit pas justement beaucoup de choses en fait. Et c'est ça qui m'a un peu gêné dans ce film, c'est que j'ai l'impression que notamment alors je nie pas qu'il y a des scènes vraiment formidables, peut-être que je les préciserai un petit peu plus dans la section spoiler et je suis d'accord avec les personnes qui l'ont vu avec moi. Il y a des scènes que je trouve vraiment magistrales, mais magistrales, je vais un peu trop fort, mais non, mais vraiment excellentes. Mais j'ai l'impression qu'il ne dit pas grand-chose d'autre à part que c'est dur d'être un gay noir américain dans le ghetto, quoi. Et ça, on le sait dès le départ, à partir du moment où on nous fait signer un synopsis, on le sait. Et justement, il se débarrasse de ça très vite. Et c'est ça qui est important dans le film, moi, c'est particulièrement ce travail-là d'humilité, en fait. Il y a beaucoup d'humilité dans la manière dont il aborde ce sujet. Je pense qu'il le dit assez, il le répète, il a hésité, en fait, à prendre ce film parce que justement le personnage était homosexuel, il se posait la question de la légitimité. Et je pense que le film, là où il réussit, c'est que justement, il en fait pas... Il le regarde à la hauteur de son personnage et il essaye pas de se l'approprier ou de justifier la difficulté. Tout le monde sait que c'est difficile. Tu es noir, t'es dans le ghetto, t'es homosexuel, ça va être la merde pour toi. Et je pense qu'il fait confiance aux spectateurs. C'est un film qui fait énormément confiance aux spectateurs pour aller construire eux-mêmes. Voilà, il va pas nous raconter l'histoire de sa mère qui est passée d'infirmière à accro au crack. On le voit, en fait. En 2 plans, c'est dit et on va combler les blancs. Et le personnage de ce garçon, effectivement, à partir du moment où on comprend qu'il est homosexuel, on comprend que c'est difficile pour lui, et lui, il va s'attarder à être dans son point de vue, et à ce qu'on se mette, et à faire tout un travail pour le spectateur, à se mettre de son point de vue, à ce qu'on ait du ressenti, du physique, et d'ailleurs, il y a un travail sur le son qui est assez extraordinaire dans ce film. Oui, encore une fois, pour renforcer cette subjectivité. Exactement. Quoi. Et donc c'est pas un film politique. Le travail de mixage est extraordinaire. Ouais. Mais ouais, et même ce que tu dis, en fait, c'est à plusieurs reprises, c'est pas juste sa mère, c'est aussi justement son paradoxe, la relation avec Juan. Elle se construit beaucoup en fait par ce qui n'est pas montré aussi. Ouais. Juste cette manière qu'il a de revenir chez la copine en fait de ce Juan. Une scène suffit en fait pour montrer un peu l'entourage de. On nous dit pas comment il disparaît. On le comprend. Il a pas besoin de. Et en même temps, tu vois ce que ça dit sur le personnage, c'est, et je pense qu'il faudra en parler un peu plus précisément dans la section spoiler parce que là on va en dévoiler beaucoup. Mais en fait, le fait de grandir dans cet environnement là. Ça parle beaucoup de ce que cet environnement demande des gens en fait, la façade qu'ils doivent mettre en place pour exister dans ce monde-là. Et là on en parlera plutôt dans la section spoiler parce qu'il y a beaucoup de choses à dire sur. Parce que pour moi, justement, pour parler de ça et à la limite ce sujet-là, la façade que tu dois mettre et comment dirais-je l'appareil, le costume de la culture dans laquelle tu vis. Que tu dois mettre, c'était le sujet qui me semblait intéressant justement dans ça, et j'ai l'impression que, enfin pour moi, il n'a pas forcément choisi le personnage qui pouvait faire ça dans ce film, et je dirais quel autre personnage j'aurais peut-être aimé suivre au final dans ce film, parce que oui, c'est pas réaliste, ok,
mais il y a des c'est choses que c'est pas naturaliste en fait. Ouais, d'accord, c'est pas naturaliste, c'est vrai. Il y a des choses que je laisse passer effectivement sous la coupe du chèque que tu fais au réalisateur, comme on l'a déjà dit souvent sur fin de séance. Et en fait ça. Je suis désolé, mais je crois que j'ai vu typiquement le contraire de ce que tu viens de décrire, Alice, parce que moi j'ai vu un peu de prétention en fait. J'ai vu un petit peu trop de style, et je sais pas comment expliquer ça, mais pour moi c'est un peu un film qui émane de je veux plaire. Pour moi, c'est plus un Oscar bait que. Alors, non, ne commence pas cette phrase. Je vais me fâcher très fort. Parce que, attention, on va parler de La La Land après, si on veut parler d'Oscar bait. Et là, ça va saigner. Non, mais pour moi, contextuellement, et c'est vrai que je sais, en plus, j'étais le premier, et on en parlait tout à l'heure avec PJ de dire je n'aime pas trop contextualiser le film que je regarde, j'aime bien juste penser le film sur ce qu'il me donne. Mais là, parfois, tout comme, tu vois, toi, t'avais pas aimé justement La La Land ou même Star Wars, etc., et que t'étais obligé de voir un peu les ficelles tirées pour certaines choses. Moi, je voyais les ficelles de la volonté de plaire à une... déjà de volonté de parler simplement aux Américains. J'ai l'impression vraiment que ça ne s'adresse qu'aux Américains, de leur discrimination la plus grande, spécialement dans le Sud, spécialement à l'encontre et des Noirs et de la violence. On peut faire le même film en banlieue parisienne. Ça sera moins beau, tout à fait. Mais Ouais, non, mais je suis d'accord. Mais ce film-là, oui, le ton qui est utilisé, et forcément les endroits de Floride et d'Atlanta, etc. Et si tu veux, comme tu le disais, je le sais dès le début que c'est dur d'être... déjà, c'est dur tout court d'être gay et en plus noir et en plus dans un ghetto, si tu veux. Ok, ça, on le sait dès le début et on sait qu'on va parler de ça. C'est pas qu'on rentre pas dans du misérabilisme, parce que effectivement, c'est juste quelqu'un, j'allais dire, lambda qui est comme ça, et on peut en trouver 10% forcément dans les ghettos américains. Et surtout, c'est un personnage qui ne s'apitoie pas sur son sort. On en parlera plus tard. Effectivement, mais... Et d'ailleurs, c'est pour le coup, pour moi, le moment où il s'arrête peut-être de s'apitoyer sur son sort, j'ai cru que... Enfin, ça m'a beaucoup plus plu, ce moment-là, dans le film. Enfin, j'expliquerai un petit peu plus. Mais voilà, j'ai pas réussi à voir autre chose qu'une certaine... peut-être ce manque d'humilité, de vouloir plaire à une certaine Amérique aussi qui se pense progressiste, et vouloir aussi être plus encensé. Je sais, je pourrais pas vraiment vous dire pourquoi, mais c'est comme ça. Alors moi j'ai des choses à dire, mais toi d'abord. En fait, parce que là t'as parlé de quelque chose et on en a jamais parlé dans ce podcast, donc c'est peut-être l'occasion. En fait, j'aime bien la prétention au cinéma. Pardon, là en ce moment même je fais un câlin à Arnaud. Pourquoi t'aimes pas Michael Bay alors? Je comprends pas. Non, mais parce que en fait, je sais pas comment dire, dans la manière dont on présente les choses, souvent on dit par exemple ah oui c'est sympathique, c'est un petit film sans prétention, etc. Mais je pense qu'à un moment donné, quand t'as envie de raconter une histoire, avoir l'ambition de vouloir que cette histoire résonne et fasse quelque chose, je pense que c'est vraiment positif. Et en fait, la différence entre l'ambition et la prétention, c'est vraiment une affaire de jugement. C'est-à-dire que quelqu'un qui va dire prétentieux, c'est pour dire que cette ambition est ratée. Mais je préfère que l'ambition soit ratée plutôt qu'il n'y en ait pas du tout. Je sais pas comment dire. C'est parce que j'ai l'impression que le cinéma, les histoires doivent avoir un rôle dans notre société. Et le fait d'être conscient de ça, il y a quelque chose qui me plaît plutôt. Donc, avoir de l'ambition ou de la prétention, je pense que c'est plutôt positif. Après, il y a une autre question. Là, tu as l'air d'accuser le film d'avoir voulu faire, grosso modo, d'avoir voulu être fait pour gagner des Oscars ou quelque chose comme ça. Là, c'est possible, mais c'est un procès d'intention, quoi. Bah, en fait,
Pardon, vas-y. Juste ce que je dirais là-dessus, parce que tu as commencé par comparer à La La Land. Moi, je m'étais juré de pas parler de ce film, mais voilà, allons-y, t'as commencé, j'ai envie de dire. Un film que je n'ai pas vu, mais donc du coup, je vais parler sur Whiplash que j'ai vu et le film précédent de Damien Chazelle. Voilà, et Damien Chazelle, qui est un réalisateur, moi, où d'habitude, ce que je dis, c'est que Damien Chazelle, il avait tout pour me plaire, c'est un mec ultra prétentieux, et moi, j'aime bien quand il y a quelqu'un qui arrive et qui a envie de tout défoncer. Et avec genre Xavier Dolan. Jean-Xavier Dolan, exactement. Voilà, là, je suis cliente parce que même si parfois il y a des ratages, tout ça, il y a quelque chose qui, moi, me touche dans cette envie de réinventer, de saisir un peu du cinéma sans en avoir peur. Et en reniant tout ce qui s'est passé avant parfois. Mais là, à la différence en fait de Moonlight, dans Whiplash par exemple, là pour moi c'est quelque chose qui est catégorie, festival, tout ça, et parce qu'il a un plan, il nous dit regardez j'ai tout compris au cinéma, j'ai une solution et je vais l'appliquer. Et il applique pendant 1h30, ce mec ne doute jamais, ça m'exaspère en fait. Et il applique, et ça fonctionne, je pense que dans La La Land c'est la même chose. Il est persuadé d'avoir trouvé la clé de la comédie musicale et boum, ça fonctionne, hein, visiblement les gens vont voir et aiment. Moi ça m'exaspère. Là dans Moonlight, effectivement, c'est beaucoup moins maîtrisé. Il y a des très beaux moments très maîtrisés et d'autres beaucoup moins, effectivement. Il y a des moments qui sont moins réussis. Mais il y a quelque chose, quand je disais d'humilité, et j'ai l'impression de voir un ouvrier du cinéma, quelqu'un qui apprend à servir d'une caméra en même temps qu'il fait le film. C'est quelque chose parfois de très appliqué, d'un peu trop appliqué. Moi, j'ai eu un doute au début du film, effectivement, avec cette caméra qu'on a tenté de me montrer un peu virtuose. Et je me suis dit, bah non, tu y es pas tout à fait, prends du recul. Et c'est ce qui fait, en fait, plus le film avance, plus le film se simplifie, et plus moi, il vient me chercher en fait, parce que il va se concentrer au fur et à mesure que cet enfant grandit, il va se concentrer sur un sentiment. Et ça, le film d'ailleurs se termine sur cette note-là en fait, hein. Il dit une phrase qui est très belle, il y a un très très beau dialogue à la fin. Moi je crois que ce qui m'a vraiment plu, c'est la dernière partie du film que j'aime le plus. Ouais, moi c'est celle qui m'a accroché finalement. Finalement celle que je retiendrai, moi celle du milieu, je suis d'accord, j'ai un peu décroché, c'est là où je trouve qu'il y a plus de flottement et peut-être. Il y a des scènes moins réussies comme le dernier. La dernière conversation avec sa mère, par exemple, ou des choses comme ça. Et on n'en a pas trop parlé parce que de votre côté, vous défonciez plutôt le film, donc on essayait plutôt de trouver les points positifs. C'est vrai qu'il est pas parfait, mais il a rien dit, PJ a aimé. Non, mais alors simplement, oui, je vais juste revenir sur mes paroles. Je sais pas si ça a pu transparaître comme voilà ce procès d'intention vis-à-vis des Oscars. Je vais être un peu plus nuancé sur ça. Je vais pas dire qu'il a été fait pour les Oscars, tu vois. Ça n'a pas été fabriqué pour les Oscars, mais je le vois bien avoir cette idée-là. Le truc, c'est Alors, si je peux me permettre, c'est un film, c'est une commande. Tout le monde a cette idée-là. Voilà. Oui, d'accord. C'est une commande. Non, mais c'est un peu différent parce que même je sais que si t'aimes pas trop remettre dans le contexte, moi j'aime bien au contraire. Surtout ça permet de faire de la pédagogie du cinéma en disant que c'est le producteur qui a eu l'idée et qui a mis en relation l'auteur de la pièce et le réalisateur qui viennent du même endroit. D'accord. Mais en fait, pourquoi je pense ça et pourquoi du coup je vais faire pourquoi moi j'irais jusqu'à dire que c'est entre guillemets une ambition ratée / prétention et pas juste quelque chose d'ambitieux. Après je comprends totalement, c'est-à-dire que bon, après on peut rentrer dans le thème général de si quelque part si tu fais de l'art tu as forcément l'ambition et un peu de prétention de pouvoir dire hey, regardez ce que j'ai fait, tu vois. C'est un peu ça, mais là moi je trouvais que il y avait des moments sincères et c'est pour ça que je pense ça, c'est qu'il y avait des moments sincères et excellents dans ce film et que c'était pas tout le film et que j'avais plus l'impression après qu'il se regardait filmer certaines choses plutôt que de servir les choses touchantes de certains personnages. Moi en tout cas je l'ai ressenti comme ça, tout en ayant d'ailleurs aimé pour le coup énormément de ses plans et de l'esthétique, mais il y a des choses qui touchaient du doigt et là aussi je l'expliquerai plus tard. Il y a des choses qui touchaient du doigt quand on avait rarement d'ailleurs deux personnes qui parlaient ensemble parce que le personnage principal est assez taiseux, mais je trouvais ça très intéressant et malheureusement il n'y a pas eu assez de choses comme ça pour moi en tout cas. C'est je pense que cette expression se regarder filmer, ça s'applique plutôt à l'autre catégorie de réalisateurs, ceux qui utilisent leur caméra pour commenter, parce que ici, clairement, chaque coupe, chaque plan est motivé par le sentiment du personnage. C'est-à-dire, à la limite, tu vois, Damien Chazelle, tu pourrais dire ça. Non, mais attends, Antonioni, si t'aimes pas, tu pourrais dire ça. Après, moi, j'aime bien, je dirais pas ça. Si tu veux, oui, je comprends ce que tu veux dire.
mais je sais ce que pense le personnage et ce qu'il ressent avant même que tu continues à me faire les 4 autres plans de 30 secondes. Tu vois ce que je veux dire ? Il y a pas besoin d'être aussi redondant. Pas redondant dans le sens où je sais ce qu'il pense. Je t'ai vu commenter une fois sur ta façon de filmer sur ton personnage. Ne reste pas 5 minutes à ne rien me dire de nouveau sur le personnage. Mais en fait, sauf que le temps, c'est quelque chose de nouveau. Mais encore une fois, oui, je suis d'accord, mais à ce moment-là, passe aussi plus de temps dans les choses qui sont extrêmement importantes dans le changement un petit peu de ce personnage en tout cas. Mais qu'est-ce qui t'a manqué exactement comme scène ? Parce que moi, au contraire, j'ai eu la sensation qu'il avait fait. Il y a beaucoup d'ellipses, hein, donc quand même juste pour rappeler aux gens qui l'ont pas vu, qui nous écoutent peut-être, donc le film est en 3 parties. C'est 3 parties qui portent le nom du personnage principal. C'est 3 variations de ce personnage principal, 3 acteurs qui vont le jouer à des époques différentes de sa vie, et donc il y a énormément d'ellipses, puisque donc on est de son point de vue majoritairement, donc même les personnages secondaires, peut-être que ça a de la limite un peu du procédé, c'est et chaque partie est très brève, à chaque fois c'est quelques jours. Très brève, c'est quelques jours, et effectivement peut-être la limite de ce procédé, c'est qu'on a parfois la sensation que des personnages secondaires peuvent être un peu trop mis dans leur décor. Ça peut, moi c'est peut-être la limite de ça, mais effectivement du coup il y a beaucoup d'ellipses et il y a un gros travail sur comment je vais ellipser, est-ce que je vais dire ou pas. Donc moi j'ai trouvé là que c'était très juste, mais visiblement toi il t'a manqué des scènes ou des choses un peu de chansons. Le personnage t'a pas semblé assez nourri. Ben en fait ce qui m'a manqué, notamment pour la transition de l'adolescence à l'âge adulte, je crois, non ? Après c'est un tu vois, il peut prendre le parti de pas me montrer l'évolution la plus importante, c'est quelque chose aussi de possible, mais j'ai l'impression que ce qui m'a manqué, c'est aussi un petit peu d'évolution du personnage, parce que pour moi, pour citer du Céline Dion, tu vois, lui il est super d'accord avec Céline Dion, genre on ne change pas, on ne fait que changer les masques, et j'ai bien compris ça, moi en tout cas, de ce personnage, parce que pour moi ce personnage n'a pas forcément extrêmement évolué, il a juste changé de masque, et il m'aurait manqué. Il résiste tout le temps, c'est un personnage qui résiste à Reski. Je sais pas ce que vous avez... Moi, ce que j'ai trouvé extraordinaire, c'est que dans les 2 premières parties, c'est un personnage, on lui dit de changer tout le temps, mais pourquoi tu comprends pas, il suffit de faire ça. On lui dit, regarde, il suffit de faire ça. Et en fait, il refuse d'être, il veut pas, il veut être lui, il veut être accepté, lui, mec qui aime pas se battre, qui est peut-être, et encore pas beaucoup plus sensible que les autres, mais il veut être lui. Et on lui dit, non, déjà, on va t'appeler, et quoi, déjà, on l'appelle, ça commence, la seule partie où on va l'appeler par son prénom, c'est la 2e, mais sinon, c'est Little, c'est un surnom. Et en fait, c'est quelqu'un qui résiste. C'est là où il va être détruit d'ailleurs. Et c'est là où il va être détruit. Quand il est lui-même. Quand il est lui-même, c'est le moment. Voilà, exactement. La seule partie qui porte son nom, c'est le moment où il est détruit. Et donc c'est quelqu'un qui résiste tout le temps. Pour moi, enfin, il y a cette forme de résistance qui est là, et en fait qui est un petit peu ambiguë, parce que je crois qu'on va s'arrêter, on va en parler. On va parler après, parce que il va falloir parler un peu en détail. Moi, pour conclure la partie j'aurais une question non quand même avant. Ça. C'est simplement si vous pouviez développer ce que vous entendiez tout à l'heure par l'idée que le film n'est pas naturaliste, parce que ça m'intéresserait. En fait, généralement le naturalisme, surtout aujourd'hui, ça signifie que tu vas essayer de chercher une caméra qui représente le réel comme le ferait un petit peu un documentaire. L'exemple parfait, c'est par exemple le cinéma des frères Dardenne, où dans l'idée c'est de prendre une caméra à l'épaule, de couper le moins possible et de s'approcher des personnages pour essayer de chercher une réalité comme pourrait se le représenter un documentaire ou un reportage ou etc., et de rester uniquement dans ça. Ce qui est pas le cas ici, parce que c'est-à-dire que même si l'histoire, elle, est une histoire très simple, il n'y a rien d'autre qui se rajoute par-dessus, la manière dont elle est représentée, ça va toujours essayer de chercher des métaphores, de commenter ce qui se passe, Le personnage d'Urwan est typique de ça, en fait, si je peux rebondir là-dessus. Ce que tu disais, il ne te semblait pas réaliste, oui, peut-être qu'il ne l'est pas, mais le personnage d'Urwan, dès le départ, il dit l'inverse de ce qu'on pourrait attendre d'un dealer dans ce quartier de Miami. Il va avoir un discours qui est au contraire le discours qu'on pourrait s'attendre d'être quelqu'un de plus éduqué, quoi, d'un milieu plus éduqué, ou clairement. Et en fait, il va représenter, c'est absolument pas naturaliste, quoi, parce que typiquement on l'aurait représenté, ou en tout cas on lui ferait dire autre chose. Et là pour moi c'est un personnage qui est très beau et très important, qu'on s'y accroche dès le départ, parce qu'il représente une espèce d'utopie possible. On nous dit finalement il suffirait de pas grand chose.
pour que ce milieu-là fonctionne, pour que ça fonctionne. Ouais. Pourquoi on ne pourrait pas avoir un dealer qui est somme toute un chef d'entreprise? Tout à fait. Non, mais La caméra aussi va chercher des plans, c'est-à-dire il y a aucun plan qui aurait pu être fait par un documentariste qui serait présent sur la scène. La caméra va toujours chercher quelque chose d'autre, tu vois, pour représenter quelque chose aussi. C'est toujours cette idée de reconstruire en fait, quoi. Exactement. Et effectivement, ce qui m'a peut-être gêné le plus, c'est que ça, dans le contexte de sa sortie, de ce qu'en disent les gens, etc., on a l'impression qu'on va aller voir un film naturaliste, justement. Et c'est pas le cas. Alors c'est pas le décalage. Je me rends compte du coup du décalage. Je me rends compte que je rentre dans un autre univers. Mais cette espèce de déférence qui est donnée à ce film qui nous explique le manque énorme de privilèges de certaines catégories de personnes et qui j'ai l'impression est pris comme ça par la plupart de son. Là encore, tu vas me dire c'est un procès d'intention des possibles spectateurs américains de ce film, mais j'ai l'impression vraiment que il est censé être pris comme ça. Et non, mais moi, je pense qu'il a surtout ce qui est toujours le cas en fait des films, puisque en fait un des rôles du cinéma aussi c'est de servir un petit peu de ciment social, quoi. Je pense que ce film a été repris pour parler d'un sujet qui est très présent dans la société américaine en ce moment. Voilà, et qui est oui. Mais après voilà. encore une fois, et en plus là on peut pas vraiment accuser, je pense, les distributeurs. Parce que si tu regardes la bande-annonce, ils te le vendent pas du tout comme un film sociétal, tu vois, pas sur le... Non, bien sûr, regardons même l'affiche, on n'est pas du tout travaillé comme ça. Mais tu sais, tu peux avoir un film extrêmement stylisé sur un thème pour dire voilà, les sujets de discrimination sont sérieux et ils sont bien soulevés par ce film. Mais attention, parce que là, il fait quelque chose quand même d'important, c'est-à-dire que même si comme on disait au début, l'ambition n'est pas forcément sociologique, etc., le but du film est quand même de te faire marcher dans les bottes d'un personnage qui ressent ça. Exactement. Et qui est quand même un élément important pour pouvoir comprendre ce sujet-là aussi, quoi. Et on en revient au fait que à partir du moment où on ne me fait pas plus ressentir de choses que ce que l'on sait dès le début, ben forcément on me perd un peu moins en tant que spectateur, dans le sens où pour m'engager plus émotionnellement, je vais avoir besoin d'un peu plus de cette plongée vers la façon de gérer des obstacles différents et une certaine évolution. Or là, en fait, on a ces problèmes qui sont donnés dès le début, donc voilà. En gros, pour moi, voilà, ça manquait un petit peu juste à ce niveau-là. Bon, je pense qu'on va s'arrêter là en non-spoiler. Alors du coup, combien de miam vous donneriez à ce film ? Moi, je vais mettre 3 miam et demi. Ok. En fait, moi, je suis à 3 miam. 3 miam et demi aussi. Ok, moi je suis à 3 miam, hein. Je veux dire, j'ai beaucoup de choses à lui reprocher, mais j'ai bien aimé. Hein. Vous êtes super radin quand même dans vos notes pour quelque chose. D'une manière générale, je suis souvent plus radin que toi sur les notes que je donne. Mais ouais. Très bien. Excusez-moi, oui, je voulais absolument parler de Billy Lynn parce qu'il m'a foutu une claque ce matin, et c'est une sorte de mémoire de nos pères transposée à la guerre en Irak post 2001, en prenant la base d'un petit peloton qui a été malgré eux médiatisé pendant une escarmouche en fait, et du coup qui font un peu leur tour en Amérique pour, on va dire, promouvoir l'effort de guerre par la présence de héros assez médiatiques et renforcer quand même le soutien du public pour cette guerre qui était forcément un petit peu décriée. Et je trouvais que c'était génial, autant dans pas mal de films de guerre, on a plusieurs strates, la strate politique, c'est-à-dire des décideurs qui vont décider de faire une guerre, ou alors de certains officiers qui vont faire un peu la liaison avec les gens sur le sol, ou alors du troufion de base. Là, je trouve que depuis le troufion de base, on voit tout, c'est-à-dire depuis l'idéologie même de la guerre, l'américain de base, qu'est-ce qu'il pense de ses soldats, qu'est-ce qu'il pense de la guerre, et on a en fait la commercialisation de la guerre, on a vraiment un petit peu tout ça qui est mêlé et qui est montré par ce Billy Lynn qui est un petit peu le héros malgré lui. Il y a pas mal de petits parallèles également à faire avec Sully, et j'ai trouvé ça extrêmement beau. C'était quelque chose de beaucoup plus métaphysique et qui se pose des questions existentielles beaucoup plus que le plus terre à terre mémoire de nos pères en fait, justement. Et vraiment, c'est le meilleur rôle de tous les acteurs qu'il y a dans ce film. Genre Vin Diesel, Kristen Stewart, Gareth Engelund, tu sais, le gars qui jouait dans Tron Legacy.
Et dans Conti Strong. Et dans ce film-là, mais il est excellent. Et j'ai oublié le nom du protagoniste qui, à mon avis, on va le voir vraiment... Joe Alwyn, ouais, voilà, ça. Il s'appelle Joe Alwyn et ce mec-là était vraiment formidable. Et vraiment, même les petits rôles, les seconds rôles étaient excellents. C'est un directeur d'acteur vraiment formidable, Ang Lee. Et je pense que j'ai failli ne pas aller le voir. Et je crois que c'est un tweet d'Arthur qui m'a un peu motivé à le voir à midi, parce qu'effectivement je pense qu'il souffre beaucoup de plusieurs choses. Déjà, à mon avis, il ne doit pas être très très apprécié en ce moment aux États-Unis, où on a clairement un bon revirement de droite, donc une ode anti-guerre. Pour eux, à mon avis, ça doit arriver peut-être 10 ans trop tard, parce que je sais qu'il avait été beaucoup vu en première séance en Chine, forcément Ang Lee oblige, mais que très vite, dès le deuxième jour, il y a eu une grosse baisse d'entrée au cinéma, et ce qui me semble totalement normal, parce qu'à mon avis, sans faire de raccourcis culturels, si la Chine entrait en guerre, il serait jamais dans la demi-mesure ou dans la nuance de je suis en mode stress post-traumatique, comme peuvent en parler les Américains, tu vois. Et donc, ils vont pas forcément en parler comme ça. Et deuxième chose qui, à mon avis, fait souffrir un petit peu les entrées pour ce film, c'est le fait que, malheureusement, il y a que 3 ou 4 salles en France qui le diffusent selon les directives du réalisateur, c'est-à-dire en 120 fps et en 3D, chose que je n'ai pas du tout eu, moi. Et effectivement, j'allais moi-même pas le voir en me disant, de toute façon, il n'y a pas de salle comme ça à côté de moi, donc je vais pas aller le voir, et au pire, je le verrai quand il sortira en Blu-ray. Et clairement, je pense que beaucoup de personnes ont dû se dire exactement la même chose. Mais maintenant, je vais te dire, si j'avais option de le revoir dans les bonnes conditions, c'est-à-dire 120 fps, 3D, blablabla, clairement, je m'y jette. Presque, si tu me dis, il y a un truc au centre de Paris, je vais venir le week-end prochain, tu vois. Et voilà, je voulais vraiment en parler, parce que pour moi, ce film, c'est 4,5, et j'ai même bien vérifié sa date de sortie. Il est sorti que le 1er février, même s'il était sorti en 2016 aux États-Unis, et parce que j'étais prêt à changer mon top 10 2016, tellement j'ai adoré. Voilà. 4,5 renégociable pour peut-être un 5 d'ici la fin de l'année. Je sais pas. Ouais. Je crois qu'avec Alice, on peut parler de Jackie, de Pablo Larraín. Alors, bon, personnellement, je vais un peu redire la même chose que sur Neruda. J'ai l'impression que y a un grand film qui est là, peut-être quelque part, mais pas tout à fait, quoi. Qu'il est encore une fois un petit peu passé à côté. Encore une fois, je trouve que c'est un réalisateur super intéressant, et surtout ce qui est très très intéressant, je m'attendais pas à ça en fait en allant voir le film. Encore une fois, c'est un film sur la royauté américaine en fait. C'est on dirait presque une vanité en fait. C'est un tableau comme ça qui montre la vanité de cette classe sociale comme ça, de cette présidence des gens puissants, et je trouve ça juste intéressant en fait, juste d'avoir essayé de parler de ça. En fait, c'est un film, moi, que je m'apprécie, tout sur le papier, c'était un film qui était pas vraiment pour moi. Voilà, je le dis. J'ai une relation assez étrange, et on va dire très étrangère au jeu de Nathalie Portman. Et donc, maintenant. C'est-à-dire, généralement, tu sais, on parle beaucoup, dans ces cas-là, de rapport amour-haine avec des acteurs, mais Alice, c'est un rapport haine-haine, en fait, avec Nathalie Portman. Voilà, donc je suis pas du tout objective, et je m'en rends compte. Donc j'ai plutôt cessé d'aller voir des films où elle jouait dedans, c'est pas compliqué. Je veux dire, bon, c'est pas des bons films. Voilà. Même l'attaque des clones. Bah là, j'y suis allée parce que ma sœur a travaillé sur ce film, et donc j'étais bien obligée d'aller saluer ma sœur au générique. Voilà, très beau rideau réalisé par Sophie Bégonfage. Donc j'y vais, et en fait, ce qui m'a complètement... Non, après j'ai été j'étais assez accueillie par le film sur deux choses. Un, le jeu de Nathalie Portman, que je trouve vraiment, pour le coup, c'est jamais évident de se mettre dans un film comme ça pour réinterpréter quelqu'un, d'avoir un peu de place, surtout Jackie Kennedy, qui est une des personnes les plus photographiées et filmées, je pense, du XXe siècle. Donc c'est vraiment pas évident de rentrer dans un biopic comme et surtout, ça. Surtout de jouer
au-delà de l'imitation, c'est ça. Elle joue vraiment ce détachement de la réalité en fait. Voilà, quoi, et je trouve qu'elle le joue, elle va au-delà, elle arrive très très bien à passer, en tout cas, c'est là peut-être qu'on a un directeur d'acteur qui est à la hauteur, et qui s'en sert très bien, et donc déjà sa performance est assez saisissante. Et puis il y a une deuxième chose, moi, qui me paraît assez réussi dans le film, c'est le rapport justement à l'image. C'est-à-dire que tout le film est construit, bon, c'est un grand film de montage, mais ça, je pense qu'il faudrait qu'on fasse une émission spéciale pour parler de ça. Mais en tout cas, voilà, il y a forcément un rapport à l'archive qui est très particulier dans le film, parce qu'on a vu énormément d'images de ce moment de l'histoire américaine, et en fait, les allers-retours et la relation qu'il a avec les images d'archives est assez spectaculaire. Ouais, il continue je pense que ça peut vraiment faire référence... Il continue un petit peu le travail qu'il avait commencé dans No, sur les images d'archives, ici. C'est un petit peu la même chose, même si le fond des films est pas du tout le même. Il continue sur ses obsessions un petit peu. D'accord. Ouais. Et juste parce qu'on en a pas parlé, ça peut sembler abstrait comme ça. En fait, ça raconte les quelques jours qui suivent la mort du président Kennedy. Et on va suivre Jackie, qui est quasiment en gros plan du début jusqu'à la fin du film, en fait. On la quitte jamais. D'accord. Et combien de miam vous donneriez à Jackie, du coup? Je crois que j'avais mis 3 à Neruda, je vais mettre 3 à celui-là aussi, parce qu'il y a des trucs intéressants, quoi. D'accord. Moi, je crois que je suis à 3 miam aussi, je ne dépasserai jamais Showgirl. Les gens ne se mouillent pas aujourd'hui, tout le monde est dans la moyenne, à peu près. C'est le début de l'année, nous on fait pas, on n'est pas une affiche de La La Land, meilleur film de l'année, le 31 le 15 janvier. Attendez, j'étais pas au niveau de Jean-Yves, je vous rappelle. J'étais entre 3,5 et 4. Je me suis rendu compte d'un truc en faisant le top 10, c'est que 3,5 ça peut être top 10. Donc tu vois, si je m'aventure au-delà, ça peut être dangereux pour la fin d'année. Après, ceci dit, il y a un truc que j'ai pas dit pendant le truc du top 10, c'est que la note ne va pas forcément dire que tu vas faire partie du top 10. Moi, j'ai des films que j'ai très bien notés, voire même mieux que certains films de mon top 10, mais je ne les considère pas comme le top 10 de l'année. parce que voilà. Non, mais c'est vrai. Il y a des films que j'ai beaucoup aimés, mais je sais dire que non, quoi. Est-ce que tu avais vu Neruda ou pas, Alice? Parce qu'il n'y avait pas Nathalie Portman dedans. Voilà. Il y avait son ex, Gaël Garcia Bernal. C'est vrai, en plus. Mais, pour savoir par rapport à La Reine, si t'aimes bien ce qu'il fait en général ou pas du tout, non, je connais assez mal, donc je vais pas m'aventurer là-dessus. Mais par contre, je trouve que l'exercice est pas évident. C'est un projet qui a beaucoup circulé. Ouais. Dans les mains, et c'est jamais très bon signe, un biopic qui circule et puis qui se produit à moitié en France, à moitié aux États-Unis, quoi. Ça franchement, ça sentait le soufre, quand même. Et puis non, c'est assez intelligent, c'est pas toujours réussi. J'ai des gros doutes sur la musique du film, mais voilà. Après, il faudrait rentrer, faudrait m'en parler plus. Non, et puis voilà, on en parlait dans Neruda, c'est quand même un type qui est obsédé par l'histoire des États-Unis et le rapport avec l'histoire chilienne, on en a déjà parlé. Et là, je pense que on lui donne l'occasion de pouvoir parler de ça. Il était sur son terrain un peu. Ouais. Dernière petite question, j'ai cru entendre et j'ai lu que c'était ça avait un look très digital, ça vous dit, enfin numérique, je veux dire. Est-ce que c'est tourné en Super 16. Tourné en Super 16. C'est tourné en Super 16. Trop, hein. D'accord, ok, non, très au bien. contraire. Donc, aucun... Stéphane Fontaine qui fait la photo, donc le chef-op de Jacques Audiard, qui fait un travail sublime sur. Ouais, vraiment là pour les gros geeks de l'image, il faut aller le voir. D'accord, très bien. Ok, super. PJ, un truc que t'as vu dernièrement. On t'entend pas parler. Non, parce que j'ai vu uniquement Lolita de 1997, je sais plus le nom de réalisateur. Adrian Lyne. Ah non, mais dis-nous ce que t'en as pensé, Jeremy Irons. Tu me disais que justement, tu n'y croyais pas trop à cette actrice. Qu'est-ce que j'en ai pensé on parlait tout à l'heure du personnage de Moonlight, donc du personnage de... Comment il s'appelle, Juan. De Juan, voilà, qui on a du mal à y croire, et comme vous disiez, il faut décider d'y adhérer pour rentrer dans le film ensuite. Et moi j'ai eu du mal alors autant le personnage de Humber j'ai compris, mais c'est le personnage de Lolita, j'ai eu du mal à y rentrer dedans, ça me paraissait pas pour le coup réaliste et pour le coup crédible. D'accord. Et j'ai trouvé le film intéressant, j'étais mal à l'aise pendant 2h30. Donc quelque part ça faisait un peu son travail. Mais tu m'avais dit que tu n'avais pas vu le Lolita de Kubrick. Et j'aimerais du coup voir la version de Kubrick. D'accord. Et j'aimerais lire le roman, mais j'ai trouvé ça plutôt intéressant. Juste parce que dans ce film, en fait, un des problèmes principaux, c'est que Adrian Lyne essaie de construire Lolita comme un personnage. Et ça n'est pas un. Et déjà, quand tu lis le roman de Nabokov, c'est toujours la projection fantasmée de Humbert, et c'est jamais vraiment. Et Kubrick la prend comme ça, en fait. Ouais. Et en fait, c'est typiquement pile le film où tu devrais n'avoir
pour la femme que l'idée d'objet sexuel en fait. Et oui, mais c'est ça, c'est sur les obsessions de ce pédophile. C'est ça. Et du coup là, en fait, il prend. Il fait le contraire. Enfin, il fait pas la... c'est vrai que moi, ce que je ressens, j'ai l'impression de voir j'ai pas l'impression de voir son fantasme, sa projection. J'ai l'impression de voir un personnage à part entière et qui, pour le coup, ne me paraît pas possible. Je crois que j'aurais eu besoin justement de peut-être plus d'indices qui me montraient qu'on était entre guillemets hors de la réalité dans son fantasme et que du coup le personnage de Lolita aurait été cohérent à partir du moment où c'était sa projection. Là, j'ai du mal à comprendre le comportement du personnage. Et l'invention du film de Kubrick qui est plutôt réussie de ce point de vue-là, c'est que il construit le film comme un duel entre Quilty et Humbert. Et en fait, il est jamais question de Lolita. C'est-à-dire, c'est à eux de décider qui va la voir. Et Lolita existe jamais, en fait. C'est vraiment dans ce fantasme de ces vieux pervers, quoi. Et c'est ça qui est intéressant. Voilà, ça tient dans le prénom. Lolita, c'est pas un vrai prénom, hein. Ouais. Non, mais c'est Lollipops, quoi. C'est un objet, hein. Ouais, donc, c'est un candy, quoi. C'est vraiment. C'est exactement. C'est un bonbon. Donc, je pense que non, le problème de la version de 97, c'est que c'est une version qui est premier degré, qui a aucun degré de lecture, en fait. Donc, c'est marrant parce que j'allais dire, est-ce que c'est pas louable de vouloir justement prendre un autre angle. Après bon, il s'est chié. Là, il n'y en a pas d'angle, c'est juste c'est l'illustration à ce stade-là. Ça fait partie de ces adaptations de grands bouquins en fait qui se disent que si tu retranscris l'histoire telle que ça va être pareil, mais c'est pas vrai en fait. James Franco est un spécialiste de... Oui, je pense qu'on peut faire une émission spéciale adaptation et James Franco. J'aimerais beaucoup. Moi, je suis là pour proposer des émissions où on se fait du mal. J'ai proposé Showgirl 2, donc maintenant, je propose des adaptations de James Franco. Dans un spécial Saint-Valentin, par exemple, où on se fait du mal, on hait le monde. C'est bientôt. On peut haïr le monde et regarder l'œuvre complète de James Franco. Cela dit, il faut quand même avoir les balls de sortir un film qui va être forcément comparé à un film de Kubrick, quoi. Genre, enfin, je veux dire, même si on te donne, c'est un peu compliqué la vie. C'est ça. Ouais, mais en fait, moi je vais le faire mieux. C'est là où aussi tu vois souvent les réalisateurs médiocres, c'est-à-dire quand tu regardes des projets d'adaptation qui se font pas pendant des dizaines d'années, qui passent entre les mains des réalisateurs les plus illustres, qui abandonnent les uns après les autres. Dès que t'as un réalisateur médiocre qui s'en prend, tu peux être sûr que le projet va aller jusqu'au bout parce qu'il se rend même pas compte en fait des dangers de son truc. C'était arrivé par exemple récemment avec Watchmen, tu vois. C'est-à-dire que c'est passé entre les mains des plus grands réalisateurs. Quand Zack Snyder l'a eu, je me suis dit ça va aller jusqu'au bout, ça va être pourri. L'astuce des producteurs hollywoodiens, c'est de tendre un piège aux jeunes réalisateurs. Parce que forcément, il va vouloir... Enfin, parce que je pense à Zack Snyder pour cet exemple, et... le piège étant l'argent, quoi, tu vois. Non, c'est pas ça. C'est qu'en fait, eux, ils ont les moyens. J'essaye de nuancer un tout petit peu, parce que c'est l'image qu'on pourrait avoir. C'est des gens qui ont les moyens, à Hollywood, de prendre... de tout capter. Donc, dès qu'il y a une idée, peut-être... En fait, ils ont les moyens, ils peuvent tester des choses. Donc ils préfèrent en fait que ça s'écroule sur un film et que voilà, le mec on le renvoie en Hollande ou où on veut. Mais voilà, ils vont pour parler de lui. On a bien mais en vu. fait ils ont les moyens en fait. Ils ont les moyens de faire du développement en fait, de prendre et ils préfèrent sur un malentendu ça peut marcher. Pour des projets comme ça, en général, ce sera forcément un jeune réalisateur qui ira parce qu'il sera tout naïf et tout plein de... Oui, mais pourquoi pas, avec justement la prétention et l'ambition, on peut y arriver, hein. Exactement. Non, mais y arriver, le faire, mais se chier quand même, oui, d'accord. Le faire et se faire, voilà, il faut pas... moi, il faut pas s'arrêter l'adaptation, c'est toujours des très très beaux projets, souvent très casse-gueule, mais c'est là où aussi on voit peut-être naître un scénariste et un réalisateur, et j'ai hâte de parler d'adaptation plus longuement. Alors, d'ailleurs, vraiment, allez voir Billy Lynn. C'est une adaptation, en fait, d'un roman satirique, et c'est aussi méta. Tout le long du film, il y a Chris Tucker qui, encore une fois, c'est son meilleur rôle, parce que je l'ai dit, tous les acteurs ont leur meilleur rôle dans ce film. Va jouer quelqu'un qui vient d'Hollywood, justement, et qui veut acheter les droits de la vie de ces soldats pour en faire un film. Forcément, donc, beaucoup de clins d'œil, beaucoup de critiques de la part de Ang Lee sur la production hollywoodienne et leur façon de faire des adaptations, etc. C'est assez drôle. Chubop, chubop, my baby. Chubop, chubop. Hello, stranger. It seems so good to see you
back again. How long has Donc Moonlight, là, lâchez-vous parler de toutes les scènes dont vous voulez parler. Alors moi j'aimerais bien parler de la scène de la scène finale entre guillemets, donc la scène du repas, là où travaille donc le personnage de Kevin, c'est ça? Oula, oui, avant la scène finale. Oui, juste avant ouais, la scène finale. Okay. Que j'ai trouvé très intéressante. J'ai bien aimé le rythme justement qui était, il me semble, assez lent. Et quand il prépare ou quand il mange, ou les deux? Les deux, et également quand il se rend. On peut resituer quand même un chouïa, juste la scène. C'est la dernière partie. Donc le personnage principal maintenant se fait appeler Black, qui est le surnom que lui donnait son ami d'enfance Kevin, qui retrouve là, qui l'appelle. Et il faut savoir que Kevin est la seule personne avec qui il a eu un échange sentimental. Sexuel. Et sexuel, ouais, tout à fait. Voilà, et sans que ça soit allé forcément, que c'est donné lieu à une relation, mais donc voilà, il le rappelle 10 ans plus tard, ils ont grandi, et donc lui est devenu Black. Mais surtout aussi parler de cette élite que moi je trouve extrêmement réussie, je trouve que c'est vraiment un des trucs les plus réussis du film. Non mais ouais, c'est en fait ce qui se passe c'est que à un moment donné il se fait martyriser en fait par tous les gens dans son lycée. Il se fait battre. Et il pète un plomb, et il décide de rentrer dans une classe et de péter une chaise sur le dos des gens qui lui ont fait du mal. Du chef tortionnaire, quelque part. Et voilà. L'ellipse est géniale, et pourquoi? C'est parce que justement, on coupe au moment où il va devenir celui qu'on lui dit. On lui dit depuis le départ qu'il faut qu'il devienne ce mec-là, une brute épaisse qui frappe. Et ça coupe à ce moment, quand il frappe. Et en fait, quand on le retrouve, c'est devenu une montagne de muscles, alors que jusque-là, c'était le mec chétif. Et petit à petit, on va recoller les morceaux et on se rend compte qu'il a été envoyé en fait en détention juvénile dans une autre ville. Et là, il a décidé de tout rebâtir de zéro, c'est-à-dire de pas faire les mêmes erreurs qu'il a fait à Miami. Et du coup, il a décidé de devenir ce personnage du gros dur qu'il a vu et pour lequel ça marchait. Le gros dur, celui case dans laquelle on va nous montrer ce nouveau personnage à travers une scène où il parle à un de ses lieutenants parce que c'est devenu un dealer de drogue. Et comment il fait preuve en fait de pouvoir et comment il montre le pouvoir à son lieutenant. Et c'est intéressant parce qu'il va pas jusqu'au bout de là parce qu'il est pas non plus capable de changer complètement son caractère, donc il va pas jusqu'au bout, il lui fait peur et après il lui dit juste que c'est bon, tout va bien, tout est rentré dans l'ordre. Mais on voit bien ce nouveau personnage qu'il s'est forgé. Et là l'acteur est super parce qu'il reçoit un coup de fil de Kevin 10 ans plus tard, et à partir du moment où il répond au téléphone, il dit allô avec ce nouveau personnage, c'est un dealer, et quand il entend c'est Kevin au bout du fil, tout de suite il baisse le regard. Et il est redevenu le personnage qu'on a vu avant. C'est-à-dire que les deux autres acteurs, comment ils jouaient le personnage avant, ils jouaient le personnage toujours en regardant vers le sol, jamais devant lui. Et là, il regarde devant lui jusqu'au moment où il re-entend Kevin, et là il y a tout qui revient. Et il se rend compte qu'en fait il peut pas vivre comme ça. Et la scène du restaurant arrive à ce moment-là. Et la scène du restaurant arrive après, c'est-à-dire il va revoir Kevin qui travaille dans ce restaurant avec l'idée de se dire est-ce que je vais pouvoir enfin m'accomplir et pouvoir vivre comme je veux vivre en fait. Et ce qui m'a plu en fait dans la scène du restaurant, c'est cette idée qu'avec ce rythme en fait assez lent, j'avais plein de temps pour me demander comment allaient se dérouler en quelque sorte les retrouvailles. Et j'élaborais différentes possibilités, et en même temps tout en sachant au final que les choses allaient se dérouler comme elles se déroulent. J'étais quasiment convaincu que tout allait se passer comme ça en fait. Alors, voilà. Et c'est ça dans le film de genre. En fait, ce qui est très beau dans la deuxième partie, c'est que d'un coup, le film devient un film de genre. C'est une comédie romantique. On nous annonce, il va y avoir un premier rendez-vous. Et le premier rendez-vous, c'est génial dans les comédies romantiques. C'est d'ailleurs, c'est pour ça que j'aime, je pense, ce genre-là. C'est le premier rendez-vous. Woody Allen le fait toujours très très bien. Et là, c'est hyper bien parce qu'il y a des codes. Il y a toujours des sous-entendus. Et là, en plus, il y a le sous-entendu quand même de savoir est-ce que l'autre est toujours amoureux de lui ou pas. Et d'un coup, on est dans cet univers, donc dans quelque chose dans le genre. Et donc, on a des cartes, on a un schéma habituel. Et en fait, c'est délicieux. En fait, les deux se rencontrent, quoi. C'est assez chouette pour ça. Oui, avec les temps morts, le moment où il y a Kevin qui lui montre la photo de sa fille, par exemple. Il y a ce long moment où on se demande en fait comment il va réagir. A-t-il totalement renié son homosexualité ou pas? C'est ça. Et là l'autre ose pas parler tout de suite, tu vois. Il ose pas lui demander s'il est toujours avec la mère de son enfant. Il y a un temps avant de le mettre. Mais après, moi je suis totalement d'accord. Cette scène était très bien. C'est pas ça mon problème. Mais pour revenir à juste après l'ellipse,
Tu disais, là, on se met à recoller les morceaux. En fait, moi, je les recolle en 4 secondes. J'ai bien compris que du coup, c'est devenu une montagne de muscles. Donc, j'ai qu'à connecter les trucs. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai compris qui il est maintenant. J'ai même pas vraiment besoin de le voir avec son dealer. En fait, je sais que forcément, s'il est devenu comme ça, c'est qu'il est devenu ce à quoi on s'attend qu'il est devenu. Et c'est pour ça que... Il faut l'incarner, il faut montrer, parce que forcément le dernier dealer qu'on a vu c'est Juan, et donc on a besoin de savoir. Juan c'était un personnage, tous les personnages sont ambigus, ils ont tous, par exemple Kevin, il est clairement bisexuel dans le film, on le voit, donc on sait pas où on le situe. Juan, il est à la fois le gros dur et en même temps une figure paternelle exemplaire, donc on a besoin de voir comment lui dans ce troisième personnage il se situe, et c'est avec la scène du lieutenant qu'on le voit. Et surtout qu'il y a beaucoup de nuances, c'est-à-dire c'est pas seulement le gros dur, c'est comme on dit, il peut pas aller jusqu'au bout malgré tout, quoi. C'est-à-dire il y a beaucoup de nuances à nouveau dans cette scène, quoi. Ça aurait été un commentaire plus intéressant sur justement la discrimination, et en fait ce que je disais tout à l'heure, le personnage que j'aurais plus aimé voir, au final c'est Kevin en fait, parce que c'est le gars qui a tabassé le type dont il commençait à être amoureux. C'est le gars qui a joué le rôle de sa culture ambiante au point d'avoir un enfant avec une femme, mais finalement de la quitter parce qu'il réalise que bah non, il est pas hétérosexuel. En fait, c'est Kevin mais oui, mais j'aurais aimé que pour le coup ce soit le POV de Kevin presque depuis le début, parce que il me semble pour moi que ça me touche plus en fait, et en tout cas c'est plus comment dirais-je, représentatif de ce qui se passe justement par les discriminations, ce genre de comportement, parce qu'au final, à part devenir dealer, ce qui me semble totalement normal étant donné que son mentor était dealer, en fait il ne fait juste qu'adopter simplement entre guillemets ce costume là. Il y a pas vraiment son corps change énormément aussi, donc c'est quand même pas rien. Mais là encore une fois, ça y est, je le sais dès que tu me le montres, et tout le reste, à part certaines scènes, ne m'a pas touché. Par exemple, la scène, juste pour rapidement parler de la principale, qui lui dit il faut que tu portes plainte. Après qu'il se soit fait tabasser par justement son futur boyfriend, quoi. Et cette scène, et quand il dit non mais vous comprenez pas, ça c'était une scène parfaitement émouvante, et où tu te dis ah mais oui, c'est vrai, à personne il ne peut dire et avouer son homosexualité et expliquer les mécanismes de non mais vous comprenez pas, la personne qui m'a tabassé c'était en fait la seule personne qui me comprend et qui m'aime, etc. C'est un des gros points forts du cinéma en fait, c'est cette capacité à pouvoir condenser les choses. Mais c'est aussi extrêmement difficile à maîtriser, et je pense que justement un des maîtres de ça c'est Wong Kar-wai. Et juste pour donner un exemple dans le cinéma de Wong Kar-wai que j'aime énormément, c'est dans In the Mood for Love, où en fait à la fin du film, Tony Leung retourne dans la pension familiale dans laquelle il a eu une histoire d'amour avec cette femme mariée alors qu'il était lui-même marié, et il revient des années plus tard, et il y a un dialogue tout à fait anodin en fait avec sa logeuse, parce qu'en fait s'il revient c'est parce qu'il a envie de savoir où est passée la femme qu'il a aimée, et il n'arrive pas à le lui dire. Et au bout d'un moment, au détour d'une conversation, il le lui demande, et puis sa logeuse lui dit qu'elle est revenue vivre dans cette pension familiale il y a de ça quelque temps, mais qu'elle est repartie et qu'elle n'a pas laissé d'adresse, et elle rajoute, elle a été avec un petit garçon qui avait 5 ans. Or ça se passe 5 ans après leur histoire d'amour, et à ce moment-là, Tony Leung regarde à travers la fenêtre la chambre dans laquelle vivait la femme qu'il a aimée. Et là, dans son regard, on reconnecte tout. C'est-à-dire qu'il regarde cette chambre, il voit la femme qui est partie, il voit l'enfant qu'il aurait pu avoir avec elle et qu'il ne connaîtra jamais. Et il y a tout qui passe en une seconde, en fait. Et c'est ça qui peut être fort avec le cinéma, c'est-à-dire que pour arriver à cette scène-là, Wong Kar-wai, il a dû faire 1h30, quoi, avant d'arriver là. De construire comme ça, méthodiquement, pour pouvoir arriver à ce moment d'émotion qui se déploie d'un coup. Et c'est toujours des trucs très durs à trouver. Et je trouve que Jenkins, dans ce film, il est sur ce chemin-là. C'est-à-dire sur... quand on parlait de cette ellipse, tu vois, où comment il arrive à reconnecter, alors que un romancier aurait besoin de plusieurs pages, tu vois, pour nous amener là. Lui, il arrive à trouver ces petits mécanismes comme ça, qui permettent tout d'un coup, en fait, de dérouler toute l'émotion en une seule coupe, en un seul regard, en un seul... Et en fait, c'est ces moments que j'aime dans le film. Et après, on peut y revenir aussi, mais...
c'est peut-être pas forcément la peine. Il y a d'autres scènes que je trouve moins réussies parce que je trouve qu'il se fait pas non plus totalement confiance. C'est-à-dire qu'il y a des moments où il se sent obligé de faire en sorte que les personnages expliquent à haute voix ce qui se passe alors qu'on en aurait pas forcément besoin. Tu vois, on parlait de la scène de la mer. Pour moi, c'est vraiment l'exemple parfait où il se dit je peux pas les laisser là. Je suis obligé de reconnecter. Ils sont obligés de dire ça. La mère doit dire qu'elle l'aime parce que sinon on va pas le comprendre. Et en fait, c'est des scènes, j'aurais préféré qu'ils se disputent, ou j'aurais ressenti l'amour derrière s'ils s'étaient disputés là, tu vois ce que je veux dire, parce qu'ils décident de repartir. Il y a des moments comme ça où il se fait pas confiance sur ça, et il y a d'autres moments, en fait, où il arrive à trouver ses articulations. Et pour moi, c'est un vrai cinéaste, et il arrive à vraiment trouver... Je vais prendre un autre petit exemple que j'aime beaucoup. À la fin, quand il retourne dans l'appartement de Kevin, il s'arrête un instant, et il regarde la plage, et en fait... il se souvient de ce contact qu'il avait eu sur la plage avec lui. Et pour arriver à ça, il faut qu'il y ait eu un film avant, quoi. Ouais. À la limite, c'est le seul argument qui me ferait revoir ce film pour effectivement apprécier, on va dire, les certaines scènes qui amènent aux scènes qui en tout cas m'ont le plus touché, simplement pour également la scène que du coup j'imagine tout le monde trouve bancale un peu avec la scène de reconnexion avec la mère. Ça aussi j'ai trouvé que c'était un petit peu trop américano-américain avec tu sais les 12 steps des centres de désintoxication de genre et de la femme qui enfin dit qu'elle regrette à son fils, etc. Et je trouvais que c'était un petit peu enfin, là ils aussi ont mis un 3 petit peu jours à tourner les scènes avec la mère. Moi je trouve que ça se ressent. J'ai regardé derrière, du coup j'étais assez curieuse de savoir le temps de tournage du film. D'accord. C'est toujours un truc, une curiosité très personnelle, voilà. Et en fait, elle a tourné en 3 jours. Je trouve que c'est le personnage qui se ressent le plus. D'ailleurs, c'est peut-être le moment où il use d'effets dans le film, moi, qui le ralentit, sur une scène qui revient souvent. La fameuse scène avec le pourpre derrière elle quand elle l'insulte. Et ça, c'est très très joli comme plan, tu vois. Mais... Ouais, c'est joli, mais c'est pas. Je trouve que d'un coup, c'est un plan, moi, pour moi, qui appartient pas au film, évidemment à la grand-mère du film. Et ça, j'ai l'impression que c'est pour ça que je parlais de 2046, j'ai vraiment l'impression que c'est juste pour dire regarde Wong Kar-wai, je t'aime beaucoup. Et... Non, il a un début de carrière, c'est des trucs. Il a un début de carrière et il y a des citations voilà qui sont plus ou moins réussies. Pour moi, il fait ça parce qu'il a 3 jours il a 3 jours avec sa comédienne et je vois très bien du coup là maintenant quelques raccourcis et des choses qu'il a dû faire parce que il faut aller à l'essentiel et il y a 2 grandes scènes de dialogue avec la mère, une qui est réussie, c'est entre elle et le dealer quand elle sur l'éducation et l'autre à la fin avec son fils directement et qui est ratée, quoi, qui est clairement une des scènes les plus faibles du film. Mais en plus à tous les niveaux, quoi, c'est-à-dire même au niveau de l'écriture, elle est vraiment bancale, quoi, à la base, quoi. C'est ça, il y a quelque chose de tout est écrit, on dirait que c'est pas été repris, que ça n'a pas été coupé, alors qu'au contraire dans les dialogues généralement on peut parler vraiment de la dernière partie qui est extrêmement réussie aussi sur les dialogues. Justement, si on parle de la dernière partie sur les dialogues, parce que juste l'avant-dernière partie, avant qu'ils posent la question, avant qu'ils disent tu sais, tu es le seul homme qui m'a touché, et à partir de là, c'est la dernière phrase. C'est la dernière phrase du film, mais là, et c'est très beau. C'est très très beau effectivement. Mais juste avant, il y a un truc qui m'a un peu gêné dans le monologue de Kevin qui lui disait, pour le coup, il lui donne une leçon de morale et ça transparaît un peu de genre non mais tu sais j'ai un job qui me rapporte pas beaucoup mais j'ai pas d'ennui et la vie est bien. Ça m'a gêné en fait. J'avais l'impression d'entendre quelqu'un d'Hollywood faire un petit peu la morale du haut de ses privilèges, de genre quand même c'est assez facile de pas être dealer, et ça me semble aussi un petit peu bizarre venant de Kevin qui clairement n'est pas du tout étranger au ghetto et à la façon de vivre qu'ils avaient tous pour le coup puisqu'ils vivaient tous dans le même quartier. D'ailleurs lui-même était en prison. Voilà, c'est pour ça en fait. C'est un peu bizarre quoi. Il a eu ce boulot de cuisinier parce que c'est les boulots qu'on donne en réinsertion. Et il dit finalement en fait c'est ce boulot. Il explique que ce travail-là de cuisinier, il s'est rendu compte que c'est pas quelque chose à laquelle il avait pensé, mais que on peut être heureux, on peut avoir d'autres désirs que cette espèce d'argent facile. C'est con, mais ils ont un seul modèle en fait là où ils grandissent. Ils ont quand même, à part les profs et le lycée. En plus, c'est un reproche un peu masqué sur ce qu'il est devenu, quoi. Ouais. C'est presque juste. Oui, il lui reproche, mais après, en même temps, presque il défend sa modestie aussi. Là, il vit dans un appartement qui est clairement pourri. Visiblement, il gagne pas très bien sa vie. Le resto, c'est un pauvre diner au fin fond, voilà. Mais lui, il ouvre la porte en disant, quelque chose d'autre est possible.
Aussi. Pour le coup, cette partie du dialogue et ce qu'il dit m'a plus gêné que ça m'a touché. Peut-être aussi, il faut le dire, que les larmes que j'ai versées pour Billie Lynn ont suffi à me tarir émotionnellement pendant toute la journée, et que du coup, ça m'a moins touché que normalement. Mais voilà, ça demandera un petit rewatch, je pense, d'ici quelques mois. Moonlight, je vous dirai si jamais je l'apprécie plus. Bah, après, encore une fois, hein, je lui donne quand même 3 miams. C'est un bon film. Après, de là, est-ce que je le recommanderais à ce point-là, je saurais pas vous dire. La question, c'est est-ce qu'on a envie de voir un nouveau film de ce réalisateur? Et je pense que oui. Ah oui, après ça, par contre, totalement. Non, mais c'est clair. Parfois, c'est toujours voilà, des films où, comme ça, il y a des choses plus ou moins réussies, mais je trouve que je me dis, mais finalement, est-ce que là, j'ai l'impression de voir un film d'un réalisateur, et en tout cas de quelqu'un que j'ai envie de suivre? Oui. Oui, je vais voir quoi. Non, mais après, pour moi, c'est un peu comme La Reine, quoi. En fait, tu vois, je vois Neruda, je vois des choses qui me plaisent pas, mais je vois des choses qui me plaisent, et je vois ce gars que je veux suivre. Et du coup, j'irai voir Jackie aussi. Bon, est-ce que vous voulez rajouter d'autres choses en version spoiler? Là, je pense que, bon, si vous avez pas vu le film et que vous en êtes arrivé là, c'est bête pour vous, mais bon. Non, mais allez le voir juste pour savoir comment les gangsters se font des dents en or. Moi, j'ai découvert ça et ça a été très beau. Alors, moi, en tant que... c'est vrai qu'il y a cette scène qui est... Il y a un spoiler, il y a un truc qui démonte l'image du gangster. En tant que dentiste, j'étais en train, forcément, de me poser des questions dès le début, en train de me dire... Ok, c'est un truc qui doit se clipser, et j'étais en train de me poser des questions sur la santé de ses gencives. Et ce moment où vite fait, il enlève et voilà, il le cache. c'est ça, je me dis, il doit pas manger avec, donc est-ce qu'on va le voir faire un truc comme ça? Et on l'a vu. Donc j'étais vraiment absolument rassasié de toutes ces informations. Ah ouais, c'est très Voilà. chouette. En tout cas, je trouve que c'est un des plus chouettes moments, quoi. Il y a un tout petit peu d'humour à ce moment-là, mais c'est vachement bien. Un petit peu d'humour, et toujours, mine de rien... encore plus de vulnérabilité pour le personnage de Chiron, qui était devenu maintenant effectivement. C'est vrai que cet objet, du coup, c'est un peu le symbole de son évolution, comme vous disiez tout à l'heure. Il s'accomplit. Ouais, il masque ses dents, tout en prenant des moyens pour être accepté, quoi, entre guillemets. Et ça, c'est un peu un moyen. Ouais, non, mais complètement. On peut totalement voir de faire masque, quoi. Ouais, l'allégorie vraiment du bling bling, quoi, parce que si je veux faire partie normalement de cette culture, je dois paraître fort. Et en même temps rutilant tel de l'or. Et comme tu disais, on ne change pas, on met les habits d'autres sur soi. Exactement. Bisous à Céline Dion, merci de nous avoir inspirés. Céline, si tu nous écoutes. Voilà, exactement. Bon, écoutez, merci beaucoup. Pour ceux qui sont arrivés jusque-là, abonnez-vous sur iTunes, mettez un commentaire, et comme ça on partagera sur la page Facebook, et venez nous suivre partout où on existe, Twitter, Instagram, etc. Merci beaucoup Alice. Oui. Merci beaucoup Arnaud. Merci. Merci beaucoup PJ. De rien. Et à très vite pour un prochain film dont on aura le titre par Alice. Du coup, le film que tu iras voir demain à 14h. Je l'ai dit, allez, c'est grave. Grave. Ah, très bien. Ok. Non, mais en plus, de toute façon, on allait le faire. On doit en parler de ce film. On va en parler. Bien sûr qu'on doit en parler. Moi, j'avais très envie de le voir et j'ai pas attendu la sortie. Ok, très bien. Ok, parfait. Bon, merci encore et je vous dis à la prochaine. Bisous. Bisous. Salut.